Bienvenue, chers noctambules, à notre paisible voyage à travers les annales de l'histoire ce soir. Alors que vous vous installez pour une nuit de sommeil réparateur, je vous invite à me rejoindre dans une aventure dans un passé lointain, une ère de chevalerie et de châteaux, de rois et de reines régnant sur de vastes royaumes depuis des trônes ornés de joyaux. Avant de commencer notre récit, j'aimerais savoir d'où vous nous écoutez ce soir et quelle heure il est dans votre coin du globe. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager, c'est toujours un plaisir de découvrir la diversité de cette communauté somnolente et passionnée d'histoire. Si vous appréciez ces incursions relaxantes dans le passé, pensez à vous abonner pour ne plus jamais avoir de mal à dormir ou à vous détendre. Maintenant, mettez-vous à l'aise, chers amis. Peut-être êtes-vous blotti sous des draps doux ou lové sur un canapé confortable. Alors que vos paupières s'alourdissent et que votre respiration ralentit, laissez mes mots vous transporter doucement à travers les siècles, vers une époque à la fois familière et étrange, où nous jetterons un œil derrière les murs de pierre des grands châteaux et dans la vie de ceux qui y vivaient autrefois. Ce soir, nous voyageons vers l'Europe médiévale, s'étendant de la chute de Rome au 5e siècle à l'éclosion de la Renaissance au 15e. C'était une époque de foi et de superstition, de peste et de progrès, de conquête et de croisade. Dominant ce paysage en constante évolution se trouvaient les monarques, ces princes et princesses, rois et reines qui revendiquaient un droit divin de régner par la grâce de Dieu. Des couronnes ornées de joyaux aux manteaux bordés d'hermine, les insignes royaux du Moyen-Âge captivent encore notre imagination moderne. Lorsque nous imaginons les souverains d'antan, il est trop facile de les voir dans un halo d'opulence inimaginable, festoyant et dansant sans fin, chassant et pratiquant la fauconnerie, faisant la guerre et accueillant la paix, drapés de soie et parés de bijoux. Mais quelle était réellement la vie des royaux de l'Europe médiévale? Comment passaient-ils leur journée dans les murs des châteaux tentaculaires et des manoirs fortifiés? Lorsqu'ils posaient leur tête couronnée pour se reposer chaque nuit, quels rêves et cauchemars scintillaient derrière leur noble front? Alors que votre propre tête s'enfonce lourdement dans votre oreiller, je vous invite à vous mettre un instant dans leurs pantoufles brodées. Imaginez que vous êtes un roi ou une reine au Moyen-Âge, né dans une vie de privilèges et de pouvoir inimaginables, mais aussi lié par le devoir, les attentes et la tradition. Chaque choix que vous faites façonnera non seulement votre propre destin, mais aussi celui des royaumes. Alors, rejoignez-moi maintenant, chers auditeurs, tandis que nous parcourons sur la pointe des pieds les salles du trône résonnantes et les couloirs éclairés par des torchets, nos pas amortis par des joncs épais répandus sur la pierre froide. Nous écouterons aux portes des conseils et des cérémonies, des festins et des festivals, des naissances et des fiançailles. Ce faisant, nous découvrirons peut-être que les royaux d'antan étaient plus humains que ne le suggèrent les pages poussiéreuses de l'histoire. Notre premier arrêt sera la chambre royale elle-même, ce sanctuaire le plus privé où les monarques commençaient et terminaient chaque journée. En vous blottissant plus profondément dans votre propre cocon douillet, laissons-nous tirer les lourds rideaux de velours et saluer l'aube comme il l'aurait fait il y a plusieurs siècles. Imaginez, si vous voulez, les premiers rayons de soleil se glissant à travers une fenêtre en forme de meurtrière, scintillant sur les fils d'or d'une tapisserie finement tissée. Un foyer doucement fumant prête à la pièce une chaleur somnolente, sa lumière vacillante dansant sur les sculptures complexes d'un lit massif en chêne, empilé de coussins brodés et de fourrures luxuriantes. Tout est calme, sauf pour la respiration mesurée des nobles dormeurs à l'intérieur. Bientôt, un léger tapotement à la porte réveille le couple royal. C'est le valet de chambre, le plus intime des courtisans, qui arrive pour aider le roi dans ses ablutions matinales. Avec une grande cérémonie, le monarque est lavé, séché et habillé, couche après couche somptueuse. La reine est assistée par ses dames d'honneur, chacune une beauté de haut rang rivalisant pour ses faveurs. Les dévotions viennent ensuite, car on attend des rois et des reines qu'ils donnent un exemple pieux à leur sujet. Dans une petite chapelle privée, ils s'agenouillent côte à côte pour réciter les offices du matin, les phrases latines bien rodées sur leurs lèvres. La brume d'encens et l'éclat des calices induisent un état presque onirique, un rappel que le droit de régner est un mandat divin, et que même les plus puissants doivent s'humilier devant Dieu. Mais malgré toute la cérémonie, la pompe et la prière, les monarques médiévaux avaient aussi des affaires plus mondaines à traiter, et ainsi, fortifiés par leur foi, le roi et la reine émergeaient pour affronter une journée remplie de devoirs et d'obligations courtisanes. Comme nous l'avons vu, malgré leur immense pouvoir et privilèges, les monarques médiévaux étaient encore très humains, avec toutes les folies, peurs et faiblesses que cela implique. Leur vie était définie autant par des devoirs pesants que par des divertissements frivoles, autant par la piété que par la politique. Peut-être qu'aucun souverain n'incarnait mieux ces contradictions que la reine Éléonore d'Aquitaine du XIIe siècle. Née en 1122 dans l'une des familles les plus riches et puissantes de France, la jeune Éléonore était l'héritière d'un vaste domaine qui comprenait près d'un tiers du pays. Belle, intelligente et volontaire, elle était l'une des célibataires les plus convoitées d'Europe.
En 1137, à l'âge tendre de 15 ans, elle épousa le prince Louis, âgé de 17 ans, héritier du trône de France. C'était un mariage prestigieux mais pas heureux. Le savant et pieux Louis était mal assorti à l'Éléonore vive et mondaine. Néanmoins, lorsque le père de Louis mourut plus tard cette année-là, le couple adolescent devint le roi Louis VII et la reine Éléonore de France. Malgré leurs différences, Éléonore accompagna Louis lors de la deuxième croisade en 1147, menant un contingent de ses propres soldats aquitains. Cet acte audacieux était assez scandaleux à l'époque, la croisade était considérée comme le domaine des hommes, pas des dames. Mais Éléonore n'était pas une dame ordinaire. Vêtue d'une armure et montée sur un cheval blanc, elle était une figure frappante lors de la marche vers la Terre Sainte. Malheureusement, comme la plupart des croisades, elle se termina par une déception. Les armées chrétiennes échouèrent à reprendre Jérusalem et rentrèrent chez elles vaincues. La croisade ne fit qu'élargir le fossé entre Éléonore et Louis. Ils n'avaient jamais été proches, mais maintenant ils pouvaient à peine se supporter. Après 15 ans de mariage et 2 filles, le couple mal assorti demanda une annulation pour cause de consanguinité, étant liés par le sang, un grand tabou pour l'Église. En réalité, c'était une excuse mince pour sortir d'un mariage malheureux. Le pape accorda l'annulation en 1152, et à l'âge de 30 ans, Éléonore se retrouva célibataire et prête à se mêler. Elle ne resta pas célibataire longtemps, cependant. Juste 2 mois après son annulation, Éléonore épousa le jeune et robuste duc de Normandie et comte d'Anjou, un jeune homme de 18 ans nommé Henri Plantagenet. Ce fut une romance éclair et un mouvement politique astucieux. Par leur union, les terres d'Éléonore furent jointes à celles d'Henri, créant un puissant contrepoids à la couronne française. Mais ce n'était que le début. Lorsque le cousin d'Henri, le roi Étienne d'Angleterre, mourut en 1154, Henri revendiqua le trône anglais et devint le roi Henri II, avec Éléonore comme reine. D'un seul coup, le couple régnait désormais sur un vaste empire qui s'étendait de l'Écosse aux Pyrénées, le soi-disant Empire angevin. Au cours des 13 années suivantes, la fertile Éléonore donna à Henri 8 enfants, 5 fils et 3 filles, dont les futurs rois Richard Cœur de Lion et Jean Santerre, célèbres pour la Magna Carta. Cependant, tout n'était pas félicité conjugale pour le couple royal. Comme le premier mariage d'Éléonore, sa deuxième union fut marquée par des conflits et des luttes. Henri était un coureur de jupons notoire, prenant ouvertement des maîtresses et engendrant des enfants illégitimes. Il était également un mari dominateur et souvent cruel, restreignant les mouvements d'Éléonore et limitant son autorité. L'indépendante Éléonore se hérissait de ce traitement, et le mariage se transforma en une guerre froide. Les choses atteignirent leur paroxysme en 1173 lorsque les fils d'Éléonore, poussés par leur mère, se rebellèrent contre Henri pour prendre le pouvoir. Ce fut la trahison dynastique ultime, mais la révolte s'essouffla, et Henri prit sa revanche. Il captura Éléonore et l'emprisonna pendant les 16 années suivantes, l'enfermant dans divers châteaux royaux. Ses fils ne s'en sortirent guère mieux. Le jeune roi Henri, homonyme d'Henri, mourut de dysenterie en menant une rébellion en 1183. Geoffroy périt dans un tournoi de joute en 1186. Mais le temps et la marée n'attendent personne, pas même les rois. Lorsqu'Henri mourut en 1189, le fils préféré d'Éléonore, Richard, monta sur le trône, et l'un de ses premiers actes fut de libérer sa mère longuement souffrante. À l'âge respectable de 67 ans, Éléonore sortit de captivité et retrouva le siège du pouvoir. Avec Richard souvent absent en croisade, Éléonore servit de régente pour son fils, gérant habilement le royaume et sa rançon lorsqu'il fut brièvement retenu en otage. Même dans ces années crépusculaires, l'indomptable Éléonore restait une force avec laquelle il fallait compter. Lorsque Richard mourut en 1199, elle soutint la revendication de son plus jeune fils Jean au trône face à son neveu Arthur. À l'âge de 77 ans, elle mena personnellement une armée pour assiéger les partisans d'Arthur, sécurisant la succession pour Jean. Elle mourut en 1204 au monastère de Fontevraud à l'âge étonnant de 82 ans, une longévité incroyable pour l'époque. À bien des égards, Éléonore d'Aquitaine reflétait et défiait les normes des reines médiévales. Elle exerçait un pouvoir et une richesse immense, façonnant la politique de son époque par ses mariages et ses machinations. Mais elle endura aussi de grandes épreuves, d'un mari abusif à un emprisonnement de 16 ans. Elle était une femme qui brisait les moules, refusant d'être contrainte par les attentes de son genre ou de sa condition, une pionnière et une innovatrice, une croisée et une reine, une mère et une monarque. La vie extraordinaire d'Éléonore se lit comme un roman épique, mais son histoire n'est pas une fiction, mais plutôt un témoignage des réalités complexes de la vie des royaumes médiévaux, le pouvoir et le privilège, le devoir et la domesticité, la piété et la politique.
Éléonore incarnait ces contradictions peut-être plus que tout autre, les naviguant avec astuce et ténacité. Son héritage continue de planer, captivant l'imagination des historiens et des romanciers. En explorant la vie d'autres souverains notables comme Éléonore, une riche tapisserie de la monarchie médiévale émerge, un monde de festins décadents et de jeunes pieux, de grands châteaux et de cathédrales encore plus grandioses, de mariages arrangés et d'amour courtoises, un monde où la réputation était tout et la dynastie était le destin, où la couronne était à la fois une bénédiction et un fardeau. En somme, un monde à la fois étrangement étranger et étonnamment familier. Peut-être est-ce pourquoi jeter un œil dans la vie privée des rois et reines médiévaux continue de nous fasciner. Cela offre une fenêtre sur un monde perdu, un aperçu de l'humanité sous les couronnes et les coronets. Dans leurs triomphes et leurs tribulations, leurs vices et leurs vertus, nous voyons des reflets de nous-mêmes à travers les âges, et en ce sens, leurs histoires deviennent nos histoires, leur histoire devient notre héritage. Ainsi, en concluant notre voyage à travers le royaume raffiné de la royauté médiévale, prenons un moment pour réfléchir aux leçons que leurs vies peuvent nous enseigner, les périls du pouvoir, les fardeaux du privilège, le poids des attentes, mais aussi la capacité humaine durable à la résilience, à la réinvention, à laisser une marque dans l'histoire. Car en fin de compte, bien qu'ils aient porté des couronnes et siégé sur des trônes, ils étaient encore de chair et de sang, encore faillibles et mortels, tout comme vous et moi. Et sur cette note, chers auditeurs, il est temps pour nous de dire adieu aux cours dorées et aux salles éclairées par des chandelles des âges passés. Que vos rêves soient remplis de visions de châteaux puissants et de belles demoiselles, de chevaliers courageux et de rois sages, et que vous vous réveilliez rafraîchis avec une nouvelle appréciation pour la royauté d'antan et l'humanité en nous tous. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne nuit et doux rêves. Avec la fondation de l'ordre de la Jarretière, Édouard III établit une nouvelle norme pour la pompe et les idéaux chevaleresques qui allaient définir la vie royale à la fin du Moyen GE. Cet ordre prestigieux de chevalerie, avec ses cérémonies élaborées, ses grands festins et son emblème distinctif d'une jarretière bleue, incarnait la pompe et la majesté que les monarques médiévaux cherchaient à cultiver. Comme nous l'avons vu, Édouard et sa reine, Philippa, présidaient une culture de cour splendide au château de Windsor, s'entourant des plus grands artistes, poètes et musiciens de l'époque. Mais au milieu de toute cette grandeur et cette festivité, les dirigeants médiévaux étaient également censés incarner une piété profonde et durable. La religion imprégnait tous les aspects de la vie au Moyen GE, et cela était particulièrement vrai pour les monarques qui régnaient par droit divin. Un roi ou une reine était considéré comme le représentant loin de Dieu sur terre, chargé de guider son peuple non seulement dans les affaires d'État, mais aussi dans les affaires spirituelles. En tant que tels, les royaux médiévaux étaient tenus au plus haut standard de rectitude morale et de dévotion religieuse. Une journée typique pour un monarque médiéval commençait par la messe matinale dans leur chapelle privée somptueuse, entourée d'une suite de prêtres et de clercs. Les rois et les reines passaient de longues heures en prière, offrant des supplications pour le bien-être de leur royaume et le salut de leur ami mortel. Le livre d'heures, un texte dévotionnel richement enluminé, était une possession prisée de nombreux royaux, qui se penchaient sur ces pages dorées en contemplation silencieuse. Le calendrier religieux dictait également une grande partie du rythme de la vie de cour. L'année liturgique était ponctuée d'une série de fêtes et de jeûnes saints que tous les membres de la maison royale devaient observer. Le carême, en particulier, voyait le régime royal réduit à des repas très simples, sans viande, à l'imitation des 40 jours de Jésus dans le désert. Mais c'était lors des grandes célébrations de Noël et de Pâques que la piété et la majesté de la monarchie médiévale atteignaient leur plein épanouissement. Le roi ou la reine présidaient des cérémonies magnifiques dans les grandes cathédrales, portant leurs plus beaux atours et couronnes au milieu des nuages d'encens et des chants des chœurs masqués. Ils prenaient la communion devant leurs sujets rassemblés, affirmant leur rôle d'autorité spirituelle ultime dans le pays. Cette démonstration publique de piété était immensément importante pour cultiver l'aura de sainteté et de droiture dont dépendaient les dirigeants médiévaux pour légitimer leur pouvoir terrestre. En vénérant publiquement des reliques saintes, en dotant des monastères et des églises, et même en entreprenant des pèlerinages saints et des croisades, les rois et les reines cherchaient à renforcer leur image de gardiens pieux de la société chrétienne. Peut-être personne n'incarnait mieux cet idéal du monarque médiéval pieux que Louis IX de France, connu dans l'histoire comme Saint Louis. Réputé pour sa foi fervente et son mode de vie austère, Louis était un roi qui jeûnait régulièrement, portait une chemise de crin sous ses robes royales en signe de pénitence, et invitait même les pauvres à manger à sa table. Il entreprit 2 croisades désastreuses en Terre Sainte, mourant de dysenterie lors de la seconde entreprise en Tunisie. Mais sa réputation de sainteté ne fit que croître, et il fut canonisé par l'Église catholique seulement 27 ans après sa mort. Bien sûr, tous les dirigeants médiévaux n'étaient pas à la hauteur de ces idéaux élevés. Pour chaque Saint Louis, il y avait un roi comme Henri VIII d'Angleterre,
qui rompit célèbrement avec l'Église catholique pour divorcer de sa première femme et continua à se marier 5 fois de plus. Le tristement célèbre pape Alexandre VI, qui régna pendant la Renaissance, reconnut ouvertement ses enfants illégitimes et fut accusé de transformer le Vatican en un antre de débauche. Mais pour la plupart des monarques médiévaux, la piété et la prière restaient une partie essentielle de leur vie quotidienne et de leur personnage public. Dans une époque où la frontière entre le sacré et le séculier était mince, les rois et les reines devaient combler ce fossé, servant à la fois de dirigeants temporels et spirituels de leur peuple. C'était une lourde responsabilité qui pouvait peser même sur les plus dévots des souverains. Le grand empereur carolingien Charlemagne, qui régna sur une grande partie de l'Europe occidentale au 8e et 9e siècle, aurait pleuré d'émotion en prenant la communion sur son lit de mort, tant il ressentait le fardeau de ses péchés et l'immensité de son rôle de vice-régent de Dieu sur terre. Pour les monarques médiévaux qui portaient ce manteau sacré, les parures scintillantes de la vie royale, les banquets somptueux, les lits drapés de soie, les courtisans flagorneurs étaient peut-être une distraction bienvenue des lourdes affaires de l'âme qui occupaient tant de leurs heures éveillées. Dans la lumière vacillante des chandelles de la chapelle royale, alors que le roi ou la reine s'agenouillaient en prière devant l'autel, le monde extérieur avec ses soucis et plaisirs terrestres devait sembler bien lointain. En contemplant ces souverains d'antan dans leurs moments privés de piété, nous sommes rappelés de la dimension profondément humaine même des vies les plus exaltées. Derrière les couronnes et les sceptres, les robes bordées d'hermine et la rhétorique élevée, les monarques médiévaux se débattaient avec les mêmes questions éternelles qui ont toujours hanté le cœur humain, des questions de sens, de mortalité et du désir de connexion avec le divin. Dans le silence sépulcral des grandes cathédrales où ils adoraient, ou dans les ombres vacillantes de leur propre chambre, ces rois et reines cherchaient du réconfort et des conseils auprès d'une puissance supérieure, et ce faisant, ils nous ont laissé un puissant rappel de la quête durable de sens et de transcendance qui nous unit tous à travers les âges. Mais même les dirigeants les plus pieux ne pouvaient pas passer toute leur journée en prière et en contemplation. Les affaires de gouverner un royaume appelaient, et les monarques médiévaux devaient naviguer dans un paysage périlleux d'intérêts concurrents, d'alliances changeantes et de personnalités puissantes alors qu'ils cherchaient à maintenir leur emprise sur le pouvoir. Peut-être personne n'a-t-il mieux illustré la manœuvre politique astucieuse et la force de caractère requise d'un dirigeant médiéval prospère qu'Éléonore d'Aquitaine. Née dans une famille noble riche du sud-ouest de la France en 1122, Éléonore était l'une des célibataires les plus convoitées d'Europe lorsqu'elle hérita du vaste duché d'Aquitaine de plein droit à l'âge tendre de 15 ans. Son premier mariage, avec le pieux roi Louis VII de France, était, de l'avis général, un mauvais assortiment de personnalités. L'Éléonore mondaine et cultivée trouvait l'ascétique Louis ennuyeux à mourir, et leur relation se détériora après qu'elle l'accompagna dans la deuxième croisade désastreuse en Terre Sainte. L'expédition fut un désastre, et des rumeurs circulaient selon lesquelles Éléonore aurait eu une liaison avec son oncle, le séduisant Raymond de Poitiers, alors qu'elle était campée à l'ombre des grandes murailles d'Antioche. Lorsque le couple royal revint en France, leur mariage était effectivement terminé, et dans un mouvement choquant pour l'époque, le pape accorda à Louis une annulation pour cause de consanguinité, étant trop étroitement liés. Éléonore, encore âgée de seulement 28 ans, se retrouva soudainement à nouveau la mariée la plus désirable de la chrétienté. Son prochain mariage allait se révéler bien plus conséquent. Juste 8 semaines après son annulation, Éléonore épousa le jeune duc de Normandie, qui détenait également de vastes territoires dans l'ouest de la France. Il s'appelait Henri Plantagenet, et 2 ans plus tard, il monta sur le trône d'Angleterre en tant que roi Henri II, avec Éléonore comme reine. Ensemble, Éléonore et Henri présidèrent un empire tentaculaire qui s'étendait des frontières écossaises aux montagnes des Pyrénées, englobant toute l'Angleterre et plus de la moitié de la France moderne. C'était l'un des royaumes les plus vastes et puissants de l'Europe médiévale, et au centre se trouvait le partenariat redoutable d'Henri et Éléonore. Au cours de leur mariage tumultueux de 35 ans, le couple royal eut 8 enfants ensemble, dont 2 futurs rois d'Angleterre, le légendaire Richard Cœur de Lion et son frère perfide Jean. Éléonore servit de régente pour ses fils lorsqu'ils prirent le trône, exerçant un pouvoir et une influence immense de son propre chef. Mais son chemin pour devenir l'une des femmes les plus puissantes de l'Europe médiévale fut loin d'être facile. Le mariage d'Éléonore et d'Henri était notoirement conflictuel, marqué par des infidélités, des luttes de pouvoir et une rébellion ouverte de la part de leur fils, souvent avec le soutien d'Éléonore. En 1173, les 3 fils aînés d'Éléonore, le jeune Henri, Richard et Geoffroy, se soulevèrent contre leur père dans une quête de plus grande autonomie et de contrôle sur leur propre territoire. Éléonore, qui s'était longtemps irritée des efforts d'Henri pour limiter son autorité, se rangea du côté de ses fils dans la révolte. Mais la rébellion fut finalement écrasée, et Éléonore fut capturée alors qu'elle tentait de fuir en France. Un Henri furieux l'emprisonna, gardant sa reine en résidence surveillée pendant les 16 années suivantes.
Ce n'est qu'après la mort d'Henri en 1189 qu'Éléonore fut finalement libérée par son fils Richard, désormais roi d'Angleterre. Malgré ses près de 70 ans, elle ne perdit pas de temps pour réaffirmer son influence politique. Lorsque Richard partit pour la troisième croisade peu après son couronnement, Éléonore servit de régente en son absence, gouvernant l'Angleterre d'une main ferme. Elle survécut à la fois à Richard et à son successeur Jean, mourant en 1204 à l'âge remarquable de 82 ans. La vie longue et tumultueuse d'Éléonore offre un aperçu fascinant des réalités complexes du pouvoir et du genre dans le monde médiéval. En tant que femme exerçant une influence immense de son propre chef, en tant qu'héritière riche, reine consort, régente et mère de roi, Éléonore défia bon nombre des contraintes imposées à son sexe dans une société intensément patriarcale. Mais son histoire souligne également la précarité de la position même des femmes les plus exaltées dans la société médiévale. Malgré toute sa richesse et son influence, Éléonore était encore ultimement soumise à la volonté des hommes autour d'elle, d'abord ses maris, puis ses fils. Son emprisonnement par Henri rappelle brutalement les limites du pouvoir féminin dans un monde où les rois régnaient toujours en suprématie. Et pourtant, la fascination durable d'Éléonore pour les historiens et les conteurs suggère que son héritage transcende les simples attributs de la royauté ou les contraintes de son genre. À bien des égards, elle incarne l'esprit inquiet et quêteur d'une époque, un temps où l'ancien ordre féodal cédait la place à un nouveau monde de romantisme courtois, d'idéaux chevaleresques et des premières manifestations de l'individualisme. En tant que mécène des arts et leader des cours d'amour, de grandes assemblées où les conventions du romantisme courtois étaient célébrées et codifiées, Éléonore contribua à façonner les idéaux culturels qui définiraient le Haut Moyen-Âge. Son influence se retrouve dans tout, des poèmes d'amour des troubadours aux cathédrales élancées et aux manuscrits enluminés qui nous coupent encore le souffle aujourd'hui. Dans l'histoire d'Éléonore, nous voyons une femme qui a lutté avec les grandes questions de son époque, des questions de pouvoir, de foi, d'amour et de devoir, et qui a laissé une marque indélébile sur le monde qu'elle habitait. La sienne est une histoire d'ambition et d'intrigue, de passion et de politique, de la lutte pour s'affirmer dans un monde qui n'était pas toujours clément envers les femmes de caractère. Mais c'est aussi, en fin de compte, une histoire profondément humaine, un rappel que même les figures les plus imposantes de l'histoire étaient des êtres de chair et de sang avec toutes les failles et les faiblesses que cela implique. Dans la lumière vacillante d'une chambre de château d'il y a longtemps, nous pouvons imaginer Éléonore telle qu'elle aurait pu être dans un rare moment de repos, une femme d'un esprit indomptable et d'une intelligence féroce, mais toujours sujette aux mêmes aspirations et vulnérabilités qui ont toujours animé le cœur humain. En nous endormant, rêvons d'Éléonore et de son monde, un monde de créneaux et de bannières flottantes, de cathédrales élancées et de jardins parfumés, d'amour et de guerre et de la danse éternelle du pouvoir. Et souvenons-nous aussi que le grand balayage de l'histoire est finalement tissé des innombrables fils de vies individuelles, chacune une histoire attendant d'être racontée, un héritage attendant d'être remémoré dans le calme de la nuit. Comme nous l'avons vu, la vie des monarques médiévaux était imprégnée d'extravagance et de faste, mais aussi fortement circonscrite par des attentes rigides et de lourdes responsabilités. Malgré la grandeur de leurs châteaux et de leurs cours, les rois et les reines faisaient face à une existence quotidienne qui, à bien des égards, était loin d'être enviable. Prenons l'exemple d'Éléonore d'Aquitaine. Née dans la richesse et le privilège en tant qu'héritière d'un vaste duché, elle devint reine de France à l'âge tendre de 15 ans lors de son mariage avec le roi Louis VII. Le jeune couple entreprit ensemble la deuxième croisade désastreuse, un voyage épuisant de milliers de kilomètres qui se solda par un échec militaire et une rupture personnelle. Après 15 ans de mariage et la naissance de 2 filles, l'union d'Éléonore et de Louis fut annulée pour cause de consanguinité. Mais l'histoire d'Éléonore était loin d'être terminée. Juste 8 semaines plus tard, elle épousa le jeune duc de Normandie et comte d'Anjou, qui monta peu après sur le trône comme roi Henri II d'Angleterre. En tant que reine à nouveau, Éléonore se révéla une présence politique redoutable, gouvernant l'Angleterre comme régente pendant les longues absences d'Henri et lui donnant 8 enfants, dont les futurs rois Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre. Pourtant, malgré tout son pouvoir et son influence, la vie d'Éléonore fut tumultueuse et contrainte par la politique de l'époque. Son mariage avec Henri devint de plus en plus conflictuel, et elle finit par inciter ses fils à se rebeller contre leur père, une transgression pour laquelle elle passa 16 ans en résidence surveillée. En fin de compte, elle survécut à ses 2 maris et à tous ses 10 enfants sauf 2, mourant à l'âge respectable de 82 ans en tant que reine-mère et l'une des grandes survivantes de l'époque. L'histoire remarquable d'Éléonore met en lumière la position précaire dans laquelle se trouvaient même les femmes les plus nobles de l'époque médiévale, soumises à l'autorité des pères, des maris et des fils. Les reines pouvaient exercer une influence significative en coulisses, mais toujours au risque d'être censurées ou punies pour avoir outrepassé leurs limites. Le personnel était profondément politique, et le choix d'un conjoint ou la capacité à produire des héritiers pouvait faire la différence entre la gloire dynastique et la ruine.
Ce fut certainement le cas pour l'impératrice Mathilde, la fille du roi Henri Ier d'Angleterre. Préparée pour la grandeur dès son jeune âge, Mathilde fut mariée à l'empereur du Saint-Empire romain germanique alors qu'elle était adolescente et rappelée plus tard en Angleterre pour être nommée héritière de son père après la mort de son frère dans un naufrage. Mais les barons rechignaient à accepter une femme comme souveraine, et lorsqu'Henri mourut, le cousin de Mathilde, Étienne de Blois, se précipita pour s'emparer du trône, plongeant l'Angleterre dans une guerre civile de près de 20 ans connue sous le nom d'anarchie. Mathilde se battit férocement pour ce qu'elle considérait comme son droit de naissance, ralliant des troupes à sa cause et s'échappant même d'un château assiégé en étant descendue le long des murs dans un cercueil. Elle fut à 2 doigts de la couronne, entrant à Londres en triomphe et se préparant pour son couronnement, mais les citoyens capricieux se retournèrent bientôt contre elle, et elle fut chassée de la ville, pour ne jamais y revenir. En fin de compte, Mathilde fut forcée de se contenter de voir son fils, le futur Henri II, reconnu comme successeur d'Étienne, une résolution diplomatique au tumulte de l'Angleterre, mais un résultat personnellement décevant pour une femme qui s'était battue si longtemps et si durement pour être reine de plein droit. Les histoires d'Éléonore et de Mathilde offrent un rappel poignant des limitations auxquelles les femmes médiévales faisaient face, même au sommet de la société. Les reines et les impératrices pouvaient accumuler une richesse fabuleuse et exercer une influence considérable, mais leur agency était toujours conditionné par la tolérance des hommes autour d'elles. Dans un monde où la prouesse martiale était la source ultime d'autorité, les dirigeantes féminines n'étaient jamais que des régentes ou des intercesseuses, jamais véritablement assurées sur leur trône. Pourtant, si la sphère politique leur était largement fermée, les femmes royales médiévales pouvaient y trouver d'autres exutoires pour leurs ambitions. Beaucoup se taillèrent des rôles significatifs en tant que mécènes des arts, commandant des œuvres d'art et d'architecture magnifiques pour orner leur palais et glorifier leur mémoire. Éléonore d'Aquitaine était une mécène notable des troubadours et des poètes, présidant une culture de cour éclatante qui contribua à définir la mode médiévale précoce pour l'amour courtois. D'autres reines prirent un rôle plus actif dans la vie religieuse de leur royaume, fondant des abbayes et des monastères, partant en pèlerinage, et même menant des croisades, comme Éléonore le fit aux côtés de son premier mari. L'Église offrait un espace rare où les femmes royales pouvaient exercer un certain degré d'autonomie et d'autorité spirituelle, même si elle les reléguait à une position subordonnée dans l'ordre social. Bien sûr, tous les monarques médiévaux n'étaient pas des personnages aussi exceptionnels qu'Éléonore ou Mathilde. Pour chaque souverain qui laissait une marque indélébile dans les annales historiques, il y en avait des dizaines d'autres qui vivaient et mouraient dans une relative obscurité, leurs noms enregistrés uniquement dans des chroniques sèches et des généalogies fanées. Ces souverains oubliés n'ont peut-être pas changé le cours des nations, mais leurs expériences sont également cruciales pour comprendre ce qu'était la vie des royaux à une époque très éloignée de la nôtre. Prenons, par exemple, la routine quotidienne d'un roi médiéval moyen. Bien que nous puissions penser aujourd'hui aux emplois du temps royaux comme étant remplis de cérémonial de cour, d'engagements diplomatiques et d'affaires d'État, la réalité à l'époque médiévale était souvent considérablement plus indolente. Alors que la journée typique commençait par la messe à l'aube et peut-être une certaine distribution de justice ou des audiences avec des courtisans, de nombreux monarques passaient de longues périodes dans une oisiveté sybaritique, dérivant de banquets en chasse en table de jeu dans un brouillard de plaisirs oisifs. Écrivant au XIIe siècle, le chroniqueur Walter Map décrivit un festin royal avec plus qu'une pointe de jugement moraliste, au milieu de joies effrénées et de plaisirs débridés, avec des bouffons et des ménestrels, des plats et des délices dignes des rois. Des danseurs et des jongleurs, tout ont été mis de côté, toute modestie abandonnée, et le jour était transformé en nuit par l'éclat des torchers, et l'air résonnait de cris et d'acclamations. Derrière la fanfaronnade, on peut déceler une vulnérabilité très humaine. Malgré leur licence pour s'adonner à des festins et des frivolités, les monarques médiévaux devaient répondre à des idéaux presque impossibles de noblesse, de piété et d'honneur. Ils étaient censés être des mécènes généreux, des guerriers féroces, des juges sages et des exemples moraux irréprochables, tout en naviguant dans les courants perfides de la politique de cour et de la rivalité dynastique. Il n'est pas étonnant que tant d'entre eux cherchaient refuge dans les plaisirs éphémères de la vie ou s'accrochaient au confort de la religion. En fin de compte, ce qui est peut-être le plus frappant dans l'expérience monarchique médiévale, ce n'est pas son éloignement du nôtre, mais son humanité fondamentale. En retirant les robes d'hermine et les couronnes éclatantes, on trouve des personnes pas si différentes de nous-mêmes, des individus luttant pour réconcilier le devoir et le désir, pour laisser leur marque dans le monde tout en jouant les cartes que le destin et les circonstances leur avaient distribuées. Dans une société aussi rigidement hiérarchique que l'Europe médiévale, il pouvait être tentant de voir la royauté comme des parangons surhumains, bénis par leur droit de naissance pour planer bien au-dessus des soucis et des malheurs communs. Mais en examinant leur vie de plus près, une image différente émerge, celle de véritables hommes et femmes portant de lourds fardeaux et nourrissant des rêves silencieux, tout comme nous aujourd'hui.
Ainsi, lorsque vous vous installerez pour la nuit et fermerez vos yeux lourds, pensez à ces rois et reines d'il y a longtemps dont les histoires nous sont parvenues à travers les âges. Imaginez-vous derrière les hauts murs de pierre d'une chambre de château pleine de courants d'air, sentant le poids de la couronne alors que votre tête s'enfonce dans l'oreiller. Rêvez-vous dans leur monde de cérémonies et d'intrigues, de langueur et de désir, et réfléchissez un instant à combien de choses ont changé et combien restent les mêmes. Comme nous l'avons vu, les vies des monarques médiévaux étaient façonnées par de lourdes responsabilités et de grandes démonstrations de pouvoir, mais peut-être aucun souverain n'a-t-il mieux illustré la nature précaire de l'autorité royale que l'impératrice Mathilde du XIIe siècle. Née en 1102 de Henri Ier d'Angleterre et de Mathilde d'Écosse, la jeune princesse bénéficia d'une éducation privilégiée correspondant à son statut noble. Elle fut mariée à 8 ans seulement à Henri V, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, dans une cérémonie somptueuse qui scella une alliance politique importante. À la cour impériale en Allemagne, Mathilde prospéra. Elle s'adapta rapidement à la langue et aux coutumes de son nouveau foyer, impressionnant les autres par sa grâce et son intelligence. L'adolescente impératrice voyagea beaucoup avec son mari, l'accompagnant même dans des campagnes militaires en Italie. Malheureusement, Henri V mourut subitement de maladie en 1125, laissant Mathilde, âgée de 23 ans, veuve sans enfant. Elle retourna à la cour anglaise de son père. Le roi Henri Ier chérissait sa seule enfant légitime survivante. Il nomma Mathilde son héritière et força ses barons à lui prêter serment de fidélité, une démarche sans précédent, car une femme n'avait jamais régné sur l'Angleterre de son propre chef auparavant. Pour renforcer sa revendication, Henri arrangea le mariage de Mathilde avec le puissant Geoffroy d'Anjou en 1128. L'union produisit 3 fils, dont le futur roi Henri II, mais des nuages d'orage se rassemblaient. Beaucoup de barons d'Angleterre étaient réticents à l'idée d'une souveraine femme, et le comportement hautain de Mathilde à la cour ne fit rien pour l'attirer auprès de ses futurs sujets. Lorsqu'Henri Ier mourut en 1135, la scène était prête pour une confrontation sur la succession royale. Le neveu du roi, Étienne de Blois, traversa rapidement la Manche, s'empara de la couronne pour lui-même et fut reconnu comme souverain par l'Église anglaise. Mathilde était furieuse. Avec son mari Geoffroy, elle rallia des partisans à sa cause et lança une invasion de l'Angleterre en 1139. Les périls de la vie monarchique furent mis à nu alors qu'une guerre civile amère éclatait. Pendant plus d'une décennie, le royaume fut consumé par des conflits sanglants et des alliances changeantes alors que Mathilde luttait contre son cousin Étienne pour le trône. Cette période fut connue sous le nom d'anarchie. Malgré sa ténacité, l'impératrice peina à remporter une victoire décisive. Ses forces capturèrent Étienne lors d'une bataille en 1141, et Mathilde prit brièvement le contrôle du gouvernement. Mais une série d'erreurs stratégiques et son règne impérieux aliénèrent d'anciens alliés. Une révolte populaire chassa Mathilde de Londres avant son couronnement prévu. Alors que la guerre s'éternisait, le peuple souffrait énormément de l'effondrement de la loi et de l'ordre. En fin de compte, ni Mathilde ni Étienne ne prévalurent véritablement. L'anarchie se termina en 1153 avec le traité de Winchester, qui permit à Étienne de conserver le trône pour le reste de sa vie, mais nomma le jeune fils de Mathilde, Henri, comme son successeur. L'année suivante, la mort d'Étienne dégagea la voie pour qu'Henri II restaure enfin la stabilité en Angleterre. La lutte de plusieurs décennies de Mathilde pour sécuriser son héritage royal était terminée. La saga dramatique de l'impératrice Mathilde illustre la réalité que même l'existence royale la plus privilégiée pouvait être perturbée par des troubles politiques. Mathilde était née dans le pouvoir et préparée pour la grandeur, mais son sexe et sa personnalité obstinée entravèrent finalement son chemin vers la couronne. Bien qu'elle n'ait jamais régné en son propre nom, la quête de Mathilde pour sécuriser le trône posa les bases de la dynastie Plantagenet qui dominerait l'Angleterre pendant plus de 300 ans. Tout au long du Moyen Âge, les royaux comme Mathilde étaient censés servir de phare de culture et d'érudition pour leur peuple. Dans une époque où l'accès à l'éducation était principalement limité aux riches et aux ordres religieux, les monarques médiévaux jouaient un rôle démesuré dans la promotion des arts et des sciences. Les rois et les reines utilisaient leurs vastes ressources comme mécènes, soutenant le travail des savants et des artisans dans une grande démonstration de pouvoir et de prestige. Peu de choses démontraient l'influence culturelle d'un souverain comme la commande d'œuvre. Architectural magnifique. Les cathédrales élancées et les châteaux imposants servaient de tributs impressionnants à la fois à Dieu et au roi. Le style gothique qui prospéra du XIIe au XVIe siècle était caractérisé par des arcs ogivaux, des arcs-boutants, des sculptures complexes et des vitraux lumineux, tous des merveilles techniques nécessitant de vastes équipes de maçons, de verriers et d'artisans qualifiés pour être construits. Prenons l'un des exemples les plus emblématiques, la cathédrale de Chartres en France.
La majeure partie de cette église stupéfiante fut érigée entre 1194 et 1250 sous les règnes de Philippe II, Louis VIII et Louis IX. Son plafond voûté en pierre de 112 pieds, ses 176 vitraux et son portail royal orné étaient tous des innovations de pointe pour l'époque. Jusqu'à 300 artisans ont pu travailler continuellement pendant des décennies pour construire ce chef-d'œuvre gothique. Bien sûr, les projets commandés par les royaux pour leur propre résidence n'étaient pas moins impressionnants. Les palais tentaculaires et les châteaux fortifiés furent construits et agrandis sur des siècles, chaque nouvelle génération de souverains ajoutant ses propres touches. Le célèbre palais de Westminster à Londres commença comme une humble demeure du XIe siècle pour les rois anglo-saxons, mais lorsque Richard II entreprit de le reconstruire en 1394, le palais vantait une magnifique grande salle, des appartements royaux séparés et des murs défensifs englobant plus de 10 acres le long de la rivière. À l'intérieur de leur demeure majestueuse, les monarques médiévaux s'entouraient de beauté. Les tapisseries étaient le symbole ultime de statues, incroyablement coûteuses à créer, elles ajoutaient chaleur, couleur et narration au hall de pierre plein de courants d'air. Les rois, de Charlemagne à Henri VIII, amassaient de vastes collections de tapisseries ornées, comme la série de l'Apocalypse du XIVe siècle, s'étendant sur 472 pieds de long. Les manuscrits enluminés, les peintures, les fresques, les coussins de soie et les plats d'argent complétaient le décor somptueux. Mais le mécénat royal s'étendait bien au-delà des arts visuels. Les poètes, les dramaturges et les musiciens pouvaient gagner gloire et fortune dans l'orbite de la cour. Les souverains sponsorisaient des performances somptueuses et des compétitions et engageaient les créateurs les plus renommés de l'époque comme compositeurs officiels de la cour. On pourrait retracer l'évolution de la musique profane à travers des luminaires comme Guillaume de Machaut, qui servit Jean l'Aveugle, roi de Bohême, dans les années 1300. Peut-être l'une des formes les plus durables de mécénat culturel pratiquées par les monarques médiévaux était la fondation d'universités et de bibliothèques. À partir des années 1100, le prestige d'un souverain devint lié au nombre de savants qu'il pouvait attirer et aux institutions qu'il pouvait doter. Les universités d'Oxford, de Cambridge et de la Sorbonne avaient toutes des mécènes royaux. De vastes collections amassées dans des lieux comme la bibliothèque du Louvre firent de Paris une capitale de l'apprentissage. En soutenant la diffusion du savoir, les royaux espéraient glorifier Dieu et leur propre réputation. Bien sûr, tous les projets culturels n'étaient pas aussi nobles. Divertir la cour était une préoccupation majeure, et certains souverains gagnèrent leur renommée pour leurs festivités somptueuses qui duraient des jours. Un exemple particulièrement notoire fut le soi-disant bal des Ardents, ou bal des Hommes Brûlants, tenu par la reine Isabelle de Bavière en 1393. Pour ce mascarade extravagant, le roi Charles VI et plusieurs seigneurs se déguisèrent en hommes sauvages dans des costumes de lin imbibés de résine pour un effet poilu. Lorsque le frère du roi s'approcha avec une torche, les tenues hautement inflammables prirent feu. Plusieurs hommes furent brûlés vifs, bien que le roi fût sauvé par les actions rapides de sa jeune tante. Le tournant macabre de la soirée fut considéré comme un mauvais présage, préfigurant les crises de folie ultérieures de Charles VI. Ces tragédies mises à part, l'héritage culturel laissé par la royauté médiévale est indéniable. La période marqua un épanouissement de la créativité et de l'apprentissage, avec les souverains en tête comme mécènes. En commandant des bâtiments, des œuvres d'art et des institutions de savoir magnifiques, les rois et les reines espéraient atteindre une sorte d'immortalité au-delà de leur propre règne. Et pour nous, modernes, regardant en arrière à travers les siècles, ces vestiges tangibles des vies royales aident à rendre une époque lointaine d'une clarté éclatante. Bien qu'il puisse être tentant de romantiser la pompe et le luxe de la royauté médiévale, la réalité quotidienne pour même les souverains les plus puissants était souvent assez contrainte. Le célèbre adage « une tête couronnée repose mal » capture la pression étouffante et l'isolement qui pouvaient caractériser la vie au sommet de la hiérarchie. Même pour les monarques ouins, il y avait peu d'intimité ou de liberté personnelle. L'existence quotidienne d'un royal tournait autour du rituel, chaque heure stipulée par des services religieux, des cérémonies officielles, des fonctions de cour et des activités de loisirs prescrites. Chaque action était régie par un protocole et une étiquette stricte, de la manière dont les serviteurs de Baran pouvaient les approcher aux plats qui pouvaient être servis lors d'un banquet. Un vaste entourage de serviteurs, de courtisans et de gardes signifiait qu'un roi ou une reine était rarement, voire jamais, vraiment seul. Considérons les conditions claustrophobiques du roi Charles VI de France, qui régna de 1380 à 1422. Dès l'enfance, Charles était surveillé constamment, ses tuteurs et surveillants suivant chacun de ses mouvements et conversations. Il devait faire une demande formelle au Conseil royal pour obtenir la permission de rendre visite à sa femme dans un autre château. Sa descente dans la folie à l'âge adulte ne fit que resserrer le filet de supervision autour de lui.
Bien que les souverains exerçaient un pouvoir immense en théorie, ils étaient souvent contraints par des réseaux de tradition et de pouvoir aristocratique en pratique. Gouverner un royaume nécessitait de garder les nobles terriens satisfaits, ce qui signifiait leur accorder les bons offices, mariages et honneurs à la cour. Avant l'émergence des bureaucraties professionnelles, les rois dépendaient de leurs grands magnats pour tout exécuter, de la collecte des impôts à la levée d'armées, leur donnant un levier immense. Ceux qui ne parvenaient pas à apaiser leurs sujets nobles pouvaient faire face à de graves conséquences. Les guerres des barons des années 1260 en Angleterre virent le roi Henri III pris en otage par une confédération de seigneurs rebelles après qu'ils estimaient qu'il avait bafoué leurs anciens droits et privilèges. Henri fut forcé d'accepter des réformes limitant l'autorité royale et donnant plus de pouvoir à un conseil de nobles. La dépendance de la couronne à la bonne volonté des aristocrates fut mise à nu. Les aspects les plus intimes de la vie d'un souverain étaient également dictés par la politique. Les mariages, en particulier pour les femmes, étaient presque toujours arrangés dans des buts diplomatiques. Les rois et les reines étaient vus comme des pièces précieuses sur l'échiquier dynastique, utilisées pour sceller des alliances ou des revendications territoriales. Les souhaits des fiancés étaient rarement pris en compte. Les princes et princesses rencontraient souvent leur nouveau conjoint pour la première fois à l'autel. Une fois mariés, le devoir principal d'un couple royal était de produire des héritiers pour continuer la dynastie. Cette pression était particulièrement intense pour les femmes, dont la valeur était souvent mesurée par leur fertilité. Marguerite d'Anjou, au XVe siècle, endura 7 ans de mariage avec le roi Henri VI sans concevoir avant de donner enfin naissance à un fils, Édouard. Mais lorsque le prince tant attendu fut déshérité au milieu des guerres des Roses, Marguerite se transforma en une guerrière féroce, menant des armées au combat en son nom. Bien sûr, tous les mariages royaux n'étaient pas de froids arrangements politiques. La grande histoire d'amour d'Édouard Ier et d'Éléonore de Castille dans les années 1200 est documentée dans des lettres adorantes qui capturent leur affection mutuelle. Le XIVe siècle vit le règne des princes dans la tour, le dévoué Édouard II et son ami Pierre Gaston, qui partageaient un lien émotionnel et peut-être romantique. Mais même ces relations se jouaient sur une scène publique, soumise au regard des courtisans. Malgré l'immense privilège de leur rang, la royauté sacrifiait beaucoup de son autonomie personnelle. L'isolement de la couronne signifiait également une distance formelle avec leurs sujets. Les aperçus derrière la façade soigneusement contrôlée, comme les dépressions mélancoliques d'Henri VI ou le chagrin d'Édouard II à la mort de Gaston, rappelaient au royaume l'humanité de leurs dirigeants. Mais le plus souvent, ce que les gens voyaient et ce que l'histoire enregistrait le personnage public d'une figure exaltée mais inaccessible. En fin de compte, la plus grande contrainte pour un monarque médiéval était peut-être la pression incessante de répondre aux idéaux élevés du rôle. Les rois devaient être des parangons de justice, des sources d'honneur, des défenseurs de l'Église. Les reines devaient être des modèles de beauté, de vertu et de piété. Ils devaient apparaître forts mais miséricordieux, dignes mais généreux, et à travers leur mécénat et leurs conquêtes, ils devaient construire un héritage digne pour les âges. Imaginez le poids de ces attentes sur même les épaules les plus nobles. En regardant à travers les brumes du temps, on voit presque le masque scintillant de la royauté glisser de côté, révélant les visages bien trop humains sous les couronnes. Les robes ornées de joyaux et les bannières héraldiques ne peuvent cacher les soucis et les passions des gens comme les autres, des gens qui riaient, pleuraient et s'emportaient entre les grandes cérémonies et les portraits majestueux. Alors que les rideaux de velours de l'histoire se referment sur le spectacle de la royauté médiévale, peut-être est-ce ce qui persiste dans l'imagination, pas seulement les châteaux majestueux et les trésors opulents, mais les hommes et femmes individuels qui portaient le fardeau solitaire du règne. Bien que les vies des monarques fussent à bien des égards impossibles à comparer aux nôtres, éprouver de l'empathie à travers les âges, c'est ressentir un monde intérieur qui était douloureusement familier. Qu'il soit couronné ou commun, bonne nuit, et que vos rêves soient agrémentés par les ombres dorées d'antan, les fantômes royaux qui, malgré leurs exploits légendaires et leur renommée démesurée, étaient encore des âmes semblables à vous ou à moi. Reposez-vous maintenant et réfléchissez à ce qu'était vraiment la vie pour ceux qui régnaient il y a si longtemps dans une ère perdue dans l'Antiquité mais pas au-delà de notre imagination. Jusqu'à la prochaine fois, adieu, mon rêveur royal. Continuons là où nous nous sommes arrêtés, plongeons plus profondément dans la vie et les temps remarquables d'Éléonore d'Aquitaine, une femme qui a façonné le cours de l'histoire en Europe médiévale. Née en 1122, Éléonore était la fille de Guillaume X, le riche et puissant duc d'Aquitaine. Dès son jeune âge, elle fut préparée pour la grandeur, recevant une éducation digne d'une future reine. Elle apprit à lire et à écrire, une réalisation rare pour une femme à cette époque, et fut instruite dans les langues, la musique et les arts de l'amour courtois. À l'âge tendre de 15 ans, la vie d'Éléonore prit un tournant dramatique lorsque son père mourut subitement lors d'un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle.
En tant qu'aînée de ses 2 filles, Éléonore hérita du vaste duché d'Aquitaine, faisant d'elle la mariée la plus convoitée d'Europe. Des prétendants de loin et de près cherchèrent sa main, rivalisant pour la chance de contrôler sa richesse et son territoire immense. En fin de compte, ce fut Louis VII, le jeune roi de France, qui gagna la main d'Éléonore. Ils se marièrent en 1137, quelques mois seulement après que Louis eut accédé au trône. Au début, l'union semblait heureuse, Éléonore apportant une infusion bien nécessaire de richesse et de culture à la cour française. Elle introduisit la tradition troubadour de l'amour courtois, sponsorisant des poètes et des musiciens qui chantaient la chevalerie et la romance. Mais malgré leur début prometteur, le mariage d'Éléonore et de Louis commença bientôt à s'effilocher. Éléonore était une femme volontaire et indépendante, habituée à régner sur ses propres terres. Elle s'irritait des restrictions imposées par la cour française conservatrice et le pieux Louis, qui désapprouvait son extravagance et ses manières mondaines. Les choses atteignirent leur paroxysme en 1147 lorsque Louis annonça son intention de mener la deuxième croisade en Terre Sainte. Éléonore, toujours aventurière, insista pour l'accompagner, avec une suite de ses dames et troubadours. La croisade fut un désastre, l'armée française décimée par la maladie et les conditions désertiques rigoureuses. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Éléonore aurait eu une liaison avec son oncle, Raymond de Poitiers, le prince d'Antioche, tendant davantage sa relation avec Louis. À leur retour en France, l'éloignement du couple royal était complet. Après 15 ans de mariage et 2 filles, ils demandèrent une annulation pour cause de consanguinité, étant cousins au 3e degré. L'annulation fut accordée par le pape Eugène III, et Éléonore était à nouveau libre de choisir son mari. Cette fois aurait des conséquences encore plus profondes. Juste 8 semaines après son annulation, Éléonore épousa Henri Plantagenet, duc de Normandie et comte d'Anjou, qui devait hériter du trône anglais. Leur union créa un vaste empire qui s'étendait de la frontière écossaise aux Pyrénées et donnerait éventuellement naissance à la dynastie Plantagenet qui régna sur l'Angleterre pendant plus de 300 ans. En tant que reine d'Angleterre, Éléonore se révéla une consort redoutable pour Henri II. Elle lui donna 8 enfants, dont 5 fils, et servit de régente lorsqu'Henri était en campagne. Elle continua à patronner les arts et l'apprentissage et est créditée d'avoir établi la cour d'amour à Poitiers, où troubadours et poètes se réunissaient pour débattre des subtilités de la romance courtoise. Mais la relation d'Éléonore avec Henri, comme son mariage avec Louis, était tumultueuse. Henri était un coureur de jupons notoire, engendrant de nombreux enfants illégitimes, et le couple se disputait souvent sur des questions d'État. En 1173, les fils d'Éléonore, menés par l'aîné, Henri le jeune roi, se rebellèrent contre leur père, cherchant plus de pouvoir et d'autonomie. Éléonore soutint ses fils dans la révolte, qui échoua finalement. En punition, Henri fit emprisonner Éléonore pendant les 16 années suivantes, la déplaçant de château en château pour empêcher d'autres complots. Ce n'est qu'à la mort d'Henri en 1189 qu'Éléonore fut enfin libérée de captivité. À ce moment-là, elle avait 67 ans, mais son esprit indomptable restait intact. Elle survécut à Henri de 15 ans, servant de conseillère de confiance à ses fils Richard Ier et Jean, qui devinrent tous 2 rois d'Angleterre. Elle entreprit des missions diplomatiques, négocia des traités et des alliances, et voyagea même en Espagne pour choisir une épouse pour son petit-fils, le futur Louis VIII de France. L'héritage d'Éléonore en tant que mécène des arts et championne de l'amour courtois perdura longtemps après sa mort en 1204 à l'âge respectable de 82 ans. La tradition troubadour qu'elle contribua à établir se répandit à travers l'Europe, influençant la poésie, la musique et la littérature pendant des siècles à venir. Ses descendants, les Plantagenets, continuèrent à façonner le cours de l'histoire anglaise, donnant naissance à des figures légendaires telles qu'Édouard Ier, Édouard III et Richard III. À bien des égards, Éléonore d'Aquitaine incarnait les contradictions et les complexités de la vie des royaumes médiévaux. Elle était une femme d'un pouvoir et d'une influence immense, mais elle était également soumise aux caprices et désirs des hommes de sa vie. Elle était une mécène des arts et une championne de l'amour courtois, mais aussi une opératrice politique astucieuse qui utilisait sa richesse et ses connexions pour faire avancer ses propres intérêts et ceux de ses enfants. À travers sa vie longue et mouvementée, Éléonore navigua dans les eaux perfides de la politique médiévale avec habileté et détermination, laissant une marque indélébile sur l'histoire de l'Angleterre et de la France. Elle reste une figure fascinante à ce jour, une femme qui défia les conventions de son temps et laissa un héritage qui perdure plus de 800 ans après sa mort. En passant à l'exploration d'autres aspects de la vie royale à l'époque médiévale, il vaut la peine de garder à l'esprit l'histoire d'Éléonore. La sienne fut une vie de privilèges et de pouvoir, mais aussi de grands défis et adversités. Dans ses triomphes et ses luttes,
Elle reflète les thèmes et tendances plus larges qui ont façonné la vie des monarques médiévaux, des lourdes responsabilités du règne aux sacrifices et compromis personnels qui venaient avec la couronne. Alors, tournons maintenant notre attention vers ces responsabilités et sacrifices et examinons de plus près le mode de vie unique de la royauté au Moyen-Âge. Ce faisant, nous pourrions découvrir que la façade scintillante de richesse et de privilèges dissimule une réalité plus complexe et souvent troublante, où même les souverains les plus puissants étaient soumis à des forces hors de leur contrôle. Alors que le soleil se levait sur le paysage médiéval, la journée commençait pour les monarques et leurs maisons. Le premier ordre du jour était généralement la dévotion religieuse. Les rois et les reines devaient être des parangons de piété, assistant à la messe quotidienne et passant des heures en prière chaque jour. Beaucoup avaient des chapelles privées dans leurs résidences somptueuses où ils pouvaient adorer en contemplation silencieuse, assistés de prêtres et de dames d'honneur. La religion imprégnait tous les aspects de la vie d'un souverain médiéval. La journée de la reine tournait souvent autour des enfants royaux. La plupart des reines donnaient naissance à de nombreux enfants, car une grande famille était vue comme une bénédiction et une sauvegarde pour la dynastie. Mais l'accouchement était périlleux à une époque avant la médecine moderne. Les reines mouraient fréquemment en couches, tout comme les nourrissons et les jeunes enfants. Les princes et princesses qui survivaient jouissaient d'une enfance privilégiée mais souvent courte. Les enfants royaux étaient généralement élevés séparément de leurs parents, dans une partie différente du palais ou même dans une résidence séparée. Là, ils étaient pris en charge par un personnel étendu de nourrices, de tuteurs, de serviteurs et de compagnons. Une princesse apprenait des compétences domestiques comme la broderie, ainsi que la danse, la musique et les grâces sociales. L'éducation des princes était plutôt plus vaste, incluant l'entraînement militaire ainsi que des matières académiques comme les langues, les mathématiques, le droit et l'histoire. Tous étaient rigoureusement instruits dans la religion et l'étiquette courtoise. Mais peut-être les leçons les plus importantes étaient dans la politique dynastique. Dès leur plus jeune âge, les enfants royaux savaient que leur mariage serait arrangé pour des raisons politiques, pour cimenter des alliances ou apporter des territoires puissants sous l'influence de la famille. La romance était un luxe que la royauté pouvait rarement se permettre. Certains enfants royaux étaient fiancés alors qu'ils étaient encore au berceau, leur bonheur personnel étant une petite affaire comparée aux biens du royaume. Un exemple célèbre de fiançailles d'enfance qui a façonné l'histoire fut celui d'Éléonore d'Aquitaine. Née vers 1122, Éléonore était la fille aînée de Guillaume, duc d'Aquitaine, qui possédait la plus grande et la plus riche province de ce qui est maintenant la France. La volontaire et fougueuse Éléonore devint son héritière et était très convoitée comme épouse. Elle épousa le futur roi Louis VII de France alors qu'elle n'avait qu'environ 15 ans. Belle, riche et déterminée, Éléonore n'était pas satisfaite d'être une reine consort discrète. Lorsque son pieux mari Louis rejoignit la deuxième croisade en 1147 pour combattre en Terre Sainte, Éléonore choqua beaucoup en insistant pour l'accompagner, accompagnée de centaines de ses dames. La reine partit en grand style, portant une armure et brandissant une lance. Mais la croisade ne se passa pas bien pour les Français, et le mariage de Louis et Éléonore devint tendu, notamment parce qu'elle ne parvint pas à produire un héritier mâle. Les choses atteignirent leur paroxysme après leur retour, et Éléonore demanda une annulation pour cause de consanguinité, ou d'être trop étroitement liés. Louis, embarrassé, accepta, et leur mariage fut dissous en 1152, laissant Éléonore célibataire et en possession de son immense héritage d'Aquitaine. En tant que grande héritière, Éléonore était un parti de choix sur le marché matrimonial médiéval. Elle épousa bientôt un jeune noble dynamique nommé Henri, qui 2 ans plus tard monta sur le trône d'Angleterre en tant que Henri II. Avec lui, Éléonore donna naissance à 8 enfants, dont 5 fils, dont 2 devinrent rois à leur tour. Mais à mesure qu'Éléonore vieillissait, sa relation avec l'explosif et infidèle Henri se détériora. Après qu'Éléonore soutint une rébellion de leur fils contre Henri, le roi furieux fit placer la reine en résidence surveillée, où elle resta pendant plus d'une décennie. Lors de sa première année de confinement, en 1173, le fils aîné survivant d'Éléonore, connu dans l'histoire comme Richard Cœur de Lion, se rebella à nouveau contre son père Henri. Richard, le favori de sa mère, fut peut-être encouragé sachant qu'Éléonore soutenait sa revendication. Il partit en guerre aux côtés de son frère cadet Geoffroy, et à un moment donné, les fils prirent même leur propre père en otage. Mais Henri finit par réprimer la rébellion, n'acceptant de libérer Éléonore qu'après que Richard se fut soumis et eut imploré son pardon. Tout au long de son long emprisonnement, Éléonore resta une influence forte sur ses fils, alimentant leurs ambitions et donnant des conseils par lettres. Lorsqu'Henri II mourut enfin en 1189, Richard monta sur le trône, et son premier acte en tant que roi fut d'ordonner la libération de sa mère bien-aimée. À son départ pour la troisième croisade,
il installa Éléonore comme régente d'Angleterre, lui permettant d'exercer le pouvoir ouvertement pour la première fois. En tant que régente, et pendant les longues absences et la captivité de Richard à l'étranger, Éléonore travailla sans relâche pour réunir sa rançon, négocier avec le pape en son nom et aider à gouverner ses territoires, voyageant sans cesse à travers l'Angleterre et la France. L'indomptable Éléonore vécut jusqu'à l'âge remarquable de 82 ans, ayant passé ses dernières années dans son abbaye préférée, Fontevraud. Éléonore fut un exemple éclatant de la manière dont une reine médiévale pouvait se tailler une sphère d'influence significative malgré les contraintes imposées aux femmes de son temps. Elle cultiva une image d'elle-même comme une mécène cultivée des arts, et en effet, la tradition de la poésie d'amour courtois prospéra à sa cour, où Éléonore encouragea les troubadours à écrire des vers exaltant les vertus des nobles dames. Mais Éléonore était une exception à bien des égards. Pour la plupart des reines médiévales, leur devoir principal était de fournir au roi des héritiers mâles. Les fils étaient infiniment préférés aux filles pour hériter du trône et perpétuer la dynastie familiale. Donner naissance à des enfants en bonne santé était un rôle si essentiel pour une reine que les reines stériles étaient fréquemment répudiées, leur infertilité étant vue comme une malédiction ou un jugement de Dieu. La pression sur les reines pour procréer signifiait que beaucoup de femmes royales étaient presque constamment dans un cycle de grossesse, d'accouchement et de récupération pendant la majeure partie de leurs années fertiles. Mais elles devaient également présider gracieusement les festivités de la cour, même lorsqu'elles étaient dans un état délicat, et bien sûr, les rigueurs de l'accouchement lui-même étaient un danger récurrent qui emportait de nombreuses mères et bébés royaux. Ce fut le cas pour la reine Philippa de Hainaut, épouse du roi Édouard III d'Angleterre. Philippa était une consort dévouée qui donna à Édouard de nombreux enfants, dont 5 fils qui atteignirent l'âge adulte. Elle tint les rênes du gouvernement comme régente pour Édouard pendant ses longues campagnes militaires à l'étranger. Aimée pour sa bonté et sa piété, Philippa était une reine médiévale idéale. Mais porter autant d'enfants royaux finit par coûter la vie à Philippa. Elle mourut à l'âge de 55 ans en août 1369, quelques jours après avoir donné naissance à son 14e enfant. Édouard fut dévasté par la perte de sa reine, et elle fut profondément pleurée par son peuple. Son petit-fils hériterait un jour du trône comme le malchanceux Richard II. Bien que les fils fussent les enfants royaux les plus convoités, un roi médiéval espérait également avoir au moins une fille, qui pourrait être mariée à un souverain rival pour sceller un traité de paix ou sécuriser une alliance. Les filles étaient des atouts dynastiques utiles dans le jeu sans fin de la réelle politique féodale. Le contrat de mariage d'une princesse était souvent négocié à travers des mois de discussions tendues, chaque clause et condition minutieusement détaillée, et sa dot faisait l'objet de marchandages acharnés. Une fois mariée, elle était censée promouvoir loyalement les intérêts de sa famille de naissance dans son nouveau pays. Les reines qui échouaient dans ce rôle risquaient d'être qualifiées de traîtres ou pire. La plupart des filles royales, ne connaissant pas d'autre mode de vie, acceptaient leur sort stoïquement, faisant leur devoir dynastique. Quelques épouses longuement souffrantes en vinrent même à aimer leur mari, mais beaucoup menaient des vies isolées et malheureuses dans une cour étrangère loin de chez elles, valorisées uniquement pour leur dot de mariage et leur capacité de reproduction. Ainsi, pour une mariée royale, que ce soit pour négocier ses fiançailles ou naviguer dans les intrigues d'une nouvelle cour, la meilleure alliée qu'elle pouvait trouver était souvent sa propre mère. Les reines travaillaient sans relâche pour faire avancer les mariages de leurs enfants, sollicitant des faveurs, apaisant les conflits et complotant contre les rivaux. Une fois qu'une fille de reine était livrée en toute sécurité à son mari, elle s'efforçait de maintenir une correspondance régulière, envoyant des lettres pleines de nouvelles, de conseils et d'avertissements. Les conseils d'une mère royale étaient souvent le plus grand atout de sa fille alors qu'elle essayait de trouver ses marques dans une cour inconnue. Ce lien spécial entre reine et princesse était l'une des relations les plus importantes dans le monde médiéval. L'impératrice Mathilde était une fille royale qui aurait pu bénéficier des conseils de sa mère. Mathilde naquit en 1102 de Henri Ier d'Angleterre et de sa femme, Mathilde d'Écosse. La jeune princesse perdit sa mère à l'âge de 7 ans, la laissant vulnérable aux machinations de son père. Quand Mathilde n'avait que 8 ans, le roi Henri arrangea ses fiançailles avec le puissant empereur du Saint-Empire romain germanique Henri V, qui était de plus de 15 ans son aîné. La petite princesse fut envoyée en Allemagne en 1110 pour être élevée à la cour de son futur mari, où elle fut éduquée comme il sied à une impératrice en devenir. Le couple impérial se maria en 1114, malgré que la mariée n'ait que 12 ans. En tant qu'impératrice du Saint-Empire romain germanique, Mathilde semblait destinée à la grandeur, mais son mari mourut en 1125 après seulement 11 ans de mariage. La veuve Mathilde, encore âgée de seulement 23 ans, se retrouva soudainement sans rôle clair. Elle n'avait pas réussi à donner un enfant à l'empereur, et son successeur n'avait pas d'usage pour elle. Avec peu d'options, Mathilde fut forcée de retourner à la cour de son père.
Les choses devinrent plus graves pour Mathilde lorsque son jeune frère, le seul fils légitime d'Henri, se noya dans le désastreux naufrage du vaisseau blanc en 1120. Soudainement, Henri n'avait plus d'héritier clair, et beaucoup de ses barons étaient mal à l'aise à l'idée qu'une femme hérite du trône. Mais Henri persévéra dans son plan. Le roi déterminé força ses barons à prêter serment d'accepter Mathilde.